Bonjour et bienvenue dans cette capsule de Toilette Zone du jeudi 4 novembre 2021. Nous allons débuter la journée avec un article de Radio-Canada où nous apprenons, avec surprise, l'Immigration Canada recrute des agents uniquement anglophones au Québec. Ottawa assure avoir trop de difficultés à recruter dans la province des personnes parlant aussi le français afin de répondre aux questions des immigrants. Connaître la langue française ne sera plus une obligation pour travailler au Québec au sein d'Immigration Canada, du moins au centre de soutien à la clientèle de ce ministère fédéral. Ce dernier a pris la décision d'aller de l'avant avec la création de postes d'agents unilingues anglais pour ses bureaux de Montréal qui desservent l'ensemble du pays. Cette situation est inédite. Habituellement, telle que le précise une offre d'emploi toujours en ligne sur le site du gouvernement fédéral, le bilinguisme est impératif pour travailler dans cette entité responsable de répondre aux demandes des immigrants. Le salaire annuel proposé varie de 55 543 $ à 60 130 $. Malgré nos efforts pour explorer d'autres stratégies d'embauche, un nombre important de candidats autrement qualifiés sont écartés parce qu'ils n'ont pas réussi le test de la deuxième langue officielle, qui est le français. Peut-on lire dans ce courriel signé par l'équipe de gestion? On y ajoute que, de toute façon, la grande majorité des appels reçus sont en anglais. Compte tenu du fait que plus de 80% des appels reçus au centre de soutien à la clientèle sont en anglais, le CSC va de l'avant avec la création de postes d'agents unilingues anglais. Après ça, venez me dire que le Québec n'est pas en train de se faire grand remplacer. Un article de la presse qui s'intitule « Des preuves contre un ex-avocat rejeté à cause d'erreurs des policiers ». Quand la police lui a passé les menottes en pleine nuit sur l'autoroute des Cantons de l'Est, il transportait des cartes mémoire et 2 caméras espionnes. Selon la Couronne, divers appareils lui auraient permis de filmer des dizaines de garçons dénudés ou dans les toilettes. Avant d'être arrêté, l'homme de 28 ans était entraîneur de hockey dans des écoles secondaires de l'ouest de Montréal où il réside à Roxborough. La poursuite l'accuse d'avoir commis des attouchements, produit de la pornographie juvénile et fait du voyeurisme. On ne saura jamais ce qu'il en est. Le 2 novembre dernier, la Cour du Québec a exclu toutes les preuves extraites des appareils de Samuel Beaugé-Malenfant, qui n'est plus membre du barreau, ainsi que ses déclarations aux policiers. Les agents avaient des motifs raisonnables d'arrêter Samuel Beaugé-Malenfant et la fouille de sa voiture accessoire à son arrestation était légale, précise le magistrat. Mais, pour la Cour, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec ont failli en ne laissant pas l'accusé consulter un avocat sans délai, un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, pendant que le gouvernement et le ministère de l'Injustice du Québec se trouvent à, déculpabiliser des personnes qui se sont fait ramasser avec des preuves flagrantes, et qui, les juges, sont plus occupés, là, à trouver des espèces de petites gornottes pour, libérer des espèces de criminels, des vrais criminels, là, qui font des affaires tout à fait dégueulasses. Ben là, ici, vous avez d'un autre côté, quelles sont les réelles priorités du système de l'injustice? En fait, ça n'est pas d'arrêter les véritables criminels, non. Alors, vous avez ici un article du Journal de Montréal. Alors, pendant qu'on voit que les vrais criminels s'en sauvent, ben vous avez les médias ici qui font des articles. Mesures sanitaires des étudiants en droit en plus. Dans l'eau chaude après une fête. Le comité de promo 2021-2022 a organisé une fête d'Halloween la fin de semaine dernière dans un bar de Sherbrooke, mais les règles sanitaires toujours en vigueur n'ont pas été respectées. Pensez-vous que c'est le premier événement comme ça qui s'est passé? Non, absolument pas, qui n'ont pas donné non plus d'éclosion de sniffles ou de quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Donc, continuons de défendre les criminels avec le système de l'injustice
et continuons plutôt de nous acharner sur du monde qui n'a absolument rien fait de mal à cause de des mesures totalement stupides. En plus, vous avez ici, c'est des étudiants en droit. Alors bon, je ne sais pas si ces étudiants-là vont donner un nouveau type bref, une révolution qui pourrait amener peut-être une révolution du système de l'injustice du Québec, là. Mais personnellement, je suis un petit peu sceptique. Un article de Radio-Canada ici. Le Canada a fait connaître ses 5 conditions aux talibans. Le respect des droits de la personne, un passage sécuritaire pour quitter l'Afghanistan et un gouvernement inclusif font partie de la liste des conditions d'Ottawa pour en arriver à un engagement officiel entre le Canada et le régime taliban. Voir que les régimes talibans en ont à foutre de Justin Trudeau, imaginez-vous, sérieux. Ce n'est pas un ambassadeur qui est chargé des pourparlers avec les talibans, mais bien un haut fonctionnaire d'affaires mondiales Canada. Le gouvernement Trudeau marche sur des œufs et veut à tout prix éviter de donner la moindre légitimité au nouveau régime en place, toujours considéré comme une organisation terroriste. Alors pensez-vous vraiment qu'une organisation terroriste va écouter Justin Trudeau? Franchement. En coulisses, le gouvernement Trudeau cherche toujours à patrier et à accueillir des ressortissants afghans qui sont venus en aide au Canada et qui sont toujours coincés dans le pays. On n'en veut pas de ces gens-là. Donc hier, je vous ai parlé là, de l'élection qui avait eu lieu dans quelques États aux États-Unis, donc entre autres la Virginie et le New Jersey. Alors pour le New Jersey, on n'a pas encore de nouvelles, mais par contre, on sait que la Virginie est passée maintenant au niveau des des républicains. Alors vous avez ici, dans un article de Hill, les démocrates pèsent sur le bouton panique après le collapse, donc c'est-à-dire la catastrophe qui est arrivée en Virginie. OK? Alors, d'un côté, vous avez les démocrates qui se disent « Ouais, là, on vient de perdre un État que normalement on était supposé garder, là. Mais là, en tout cas, donc, il faudrait peut-être se poser des questions parce qu'on a des élections qui vont venir en 2022, puis qu'est-ce qu'on a fait de pas correct, puis tout. Alors, il semblerait que les démocrates n'aient pas du tout compris le message, OK? Vous avez ici, dans RT, on apprend que, Robinette Biden et les démocrates vont aller de l'avant avec la thérapie-génisation obligatoire de tous les Américains, donc les employés fédéraux, les entreprises qui travaillent pour le gouvernement fédéral, ainsi que les entreprises de 100 employés ou plus, OK? Alors évidemment, c'est sûr que ça fait partie des raisons pour lesquelles les électeurs de la Virginie n'ont pas voulu remettre en place les démocrates. Mais comme les démocrates sont complètement zinzins, ben c'est sûr qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Fait qu'au lieu de dire, ouais, ben là, tu sais, ce qui est arrivé en Virginie, finalement, peut-être qu'on pourrait reculer sur certaines affaires, ben non. Mais tant pis pour les démocrates. Alors, les Américains vont devoir subir les démocrates encore pendant plusieurs mois en attendant les élections qu'il va y avoir, en fait, là, les midterms. Je sais pas c'est quand que ça se donne en 2022. Ça doit être à l'été ou à l'automne, je sais pas trop, là. Mais bref, donc, on voit ici que les démocrates comprennent absolument pas. Donc ça, c'est toujours le problème, en fait, des partis au pouvoir. C'est qu'ils n'écoutent pas la population du tout. Alors, vous avez ici un article du Daily Mail qui nous dit, en fait, que la priorité des Américains, ça n'est pas, entre autres, la sniffles, des cochonneries comme ça, mais c'est plutôt l'inflation, l'économie. OK? C'est ça qui est leur vraie priorité. Mais comme le gouvernement n'écoute pas, ben ça donne des affaires de même. Puis de toute façon, anyway, il n'y a personne qui va brailler sur le sort des démocrates. Un article du Guardian, on apprend en fait que l'OMS, l'OMS qui est l'agence d'anti-santé à la solde des Chinois et des mondialistes, OK? Alors là, ils viennent de dire que l'Europe redevient encore le centre de la pandémie de sniffles, OK? Alors, regardez, là, on s'enligne très bientôt sur 2 ans que ça dure, OK? Il n'y a jamais aucune espèce d'épidémie, en fait, qui a duré aussi longtemps. Alors, on sait très bien que l'OMS, entre autres, là, ça travaille main dans la main avec l'ONU, les objectifs de développement durable de 2030, puis ça travaille aussi, entre autres, là, avec les acteurs du Grand Reset, puis tout.
Alors, on aurait dû s'attendre normalement à ce que, entre autres, la population de l'Occident qui est majoritairement en fait thérapie génisée, là, donc l'OMS logiquement aurait dit ben voyez-vous, la population est protégée, là, fait que, en tout cas, façon de parler, hein. Et puis maintenant, la pandémie devient maintenant endémique. Donc, bien sûr, en donnant le nouveau titre à la sniffles de endémique, ça leur aurait fait tout capoter, en fait, là, les mesures d'urgence, les passeports communistes de contrôle social, ces trucs-là. Donc, évidemment, c'est sûr que l'OMS, alors aussitôt qu'il y a une couple de cas qui remontent quelque part, même si la mortalité ne suit pas, alors, c'est ça. Donc, de toute façon, encore là, tu sais, la corruption, c'est ça qui est la vraie pandémie. Toujours un article du Guardian, nous apprenons qu'en rapport avec la désinformation sur le réchauffement climatique et les changements climatiques, eh bien, nous apprenons ici que selon une étude, alors une étude, je vais essayer de voir dans l'article si on sait qui est-ce qui l'a payé. Alors, nous avons réponse à notre question. Un rapport publié jeudi par le Real Facebook Oversight Board, un groupe de surveillance indépendant, et l'association environnementale à but non lucratif Stop Funding Heat a analysé un ensemble de données de plus de 180 pages et groupes Facebook. Les chercheurs ont trouvé environ 818 000 messages minimisant ou niant la crise climatique qui ont reçu au total 1,36 million de vues par jour. Donc, un organisme de l'extrême gauche non crédible. Fait qu'après ça, vous venez nous dire que c'est Facebook qui fait de la désinformation alors que ça a été analysé par des groupes de propagande qui disent absolument n'importe quoi. Donc, merci de nous confirmer effectivement que Facebook propage de la désinformation, mais pas auprès de gens comme vous et moi qui en parlons de ces choses-là, hein? Non, par contre, on voit que ça a été vraiment étudié par des gens qui eux-mêmes ont un agenda de désinformation. Dans le Global News, on nous dit ici que les médecins sont fâchés, les médecins ontariens et québécois sont fâchés que les gouvernements n'aient pas obligé la thérapigénisation du personnel de la santé. Au Québec, on parle d'à peu près 97% du personnel de la santé qui est thérapigénisé. Alors, moi, écoutez, premièrement, ces docteurs-là ne devraient pas du tout mériter le titre de docteur. Et je serais curieux de savoir si, pour l'obtention de leur doctorat en médecine, si ces docteurs-là devaient avoir une note de 100% pour passer leur examen et obtenir leur doctorat. Alors, bien entendu, j'imagine que la réponse est non. Donc, j'imagine aussi que ces docteurs-là, probablement, puis là, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'université là, pour les notes de passage, mais normalement, c'est 60%. Alors, j'imagine que ces docteurs-là, qui ont réussi de peine de misère à obtenir leur diplôme, devaient probablement justement avoir reçu des notes de passage très, très limites, en fait, là, alors qu'ils exigent de la population leur 100%, ce qui est totalement impossible. Alors, voyez-vous, si jamais, vous voulez savoir si un médecin ou un docteur est compétent, posez-lui une couple de questions, puis si vous voyez qu'il vous répond ce genre de réponse-là, en fait, là, ben changez de docteur parce que vous êtes probablement tombé sur un mauvais. Dans Global News, toujours, nous apprenons que, depuis la pandémie, il y a eu des montants substantiels qui ont été donnés au système de l'anti-santé, OK? Donc, entre autres, au Québec, là, effectivement, les dépenses ont beaucoup augmenté. On a gaspillé plus de 800 millions de dollars rien qu'en tests inutiles, sans parler aussi de toutes les sommes qui ont été données, entre autres, là, pour la thérapigénisation. Parce que ça, c'est pas gratuit, là. C'est 30 dollars la dose. Fait qu'imaginez-vous, là, au Québec, des millions de doses qu'on a données, OK? Fait que faites le calcul. Alors, c'est sûr qu'une fois que la pandémie sera, en tout cas, derrière nous, ce que, si on écoute l'OMS, ne semble pas dire, en fait, alors c'est sûr que les sommes dans les systèmes des anti-santé vont diminuer pas mal. Alors, une des raisons pour lesquelles on en est où ce qu'on en est présentement, c'est que justement, donc, les systèmes d'anti-santé, mais de toute façon, écoutez, quand même qu'on leur donnera plus d'argent, pensez-vous que le système de l'anti-santé va fonctionner mieux?
Probablement pas, OK? Alors, bref, de toute façon, écoutez, ça reste que c'est le modèle gouvernemental, donc tous les ministères publics, OK, qui gèrent des questions aussi graves que l'antisanté, c'est là qu'il faut faire un ménage, en fait, OK? Mais ça, malheureusement, c'est comme je dis, on vit dans un régime SS, c'est-à-dire un régime, le système systémique, OK? Alors, le but du système, en fait, c'est de s'auto-détruire lui-même en étant incompétent et en gérant mal. Alors, dans le Reuters, nous apprenons ici qu'il y a eu une espèce d'entente là, avec les pays qui, en rapport avec le réchauffement climatique et les changements climatiques, OK? Alors, il y a des pays qui comptent beaucoup leur production d'électricité sur le charbon. Alors, il y a beaucoup de ces pays-là, en fait, qui ont pris comme engagement d'arrêter de produire leur électricité avec du charbon. Alors, imaginez-vous qu'en 2021, il y a encore là des pays puis des endroits qui produisent de l'électricité avec du charbon. Après le charbon, ça a été le pétrole. Après, ça a été le gaz naturel. Puis à cette heure, ben là, vous avez les énergies renouvelables, puis vous avez aussi du nucléaire. Donc, ces pays-là sont à l'étape 1, puis ils parlent déjà de se priver, en fait, de leurs sources d'énergie. Alors, je serais bien curieux de savoir de quelle façon qu'ils vont remplacer leur électricité. Alors, évidemment, c'est sûr que le potentiel énergétique d'une centrale thermique au charbon est pas mal meilleur que celle des énergies renouvelables. Et je serais assez étonné aussi d'apprendre que ces pays-là vont se tourner vers le nucléaire, alors qu'ils n'ont absolument aucune expertise dans le domaine. Puis ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Alors, je souhaite la meilleure des chances à ces pays-là qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils viennent de faire. Mais de toute façon, encore là, c'est probablement aussi peut-être juste des promesses en l'air. Dans le Breitbart, ici, nous apprenons que le gouvernement d'Helsinki, donc Helsinki, là, je me le mélange tout le temps, là, c'est soit la Norvège ou la Finlande, ok? Je me souviens jamais lequel des deux. Mais qui disent que pour prévenir le réchauffement climatique et les changements climatiques, eh bien qu'à partir de maintenant, quand ils allaient avoir des repas gouvernementaux, des trucs de même, qu'ils allaient cesser de servir de la viande là, dans les repas. Okay? Alors voyez-vous, ça encore là, ça fait partie du délire de l'extrême gauche. Là, c'est vraiment incroyable pareil de voir la montée de la maladie mentale jusqu'à quel point que c'est rendu hallucinant. Je peux pas dire autre chose que ça, on hallucine complètement. Tu sais, quand je vous dis qu'on vit dans une Twilight Zone, là, mais qu'on a passé ce niveau-là, puis qu'on est rendu vraiment dans une Toilette Zone, voir que ça va changer de quoi? En tout cas, moi, je peux vous dire une affaire, c'est que moi, ça ne m'intéresserait pas, en tout cas, de m'en aller travailler dans le gouvernement en sachant des affaires de même, là. Tu sais, idéalement, ça devrait être le contraire. Les gens devraient dire, regarde, je vais m'en aller en politique pour renverser des décisions de même. Mais là, en voyant que c'est comme rendu irréversible, donc en fait, ça fait juste décourager encore plus les gens à s'en aller en politique. Parce que, tu sais, c'est pas dans le climat qu'il y a du changement. C'est dans la politique qui devient de plus en plus à gauche. Puis on dirait qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter. Alors, vous avez ici un article du Daily Mail qui nous dit que le CDC, alors le CDC, c'est l'agence de l'anti-santé aux États-Unis, ok? Donc, un comité qui recommanderait à ce que tous les adultes plus jeunes que 60 ans se feraient thérapie-géniser contre l'hépatite B. Alors, écoutez, là, on sait très bien que le passeport de contrôle social, pour le maintenir, va falloir écrire de quoi dedans. Alors là, pour l'instant, c'est la sniffles qui apparaît. Selon moi, éventuellement, ça va être aussi l'influenza. Puis là, ben, on est en train de nous parler de l'hépatite B. Alors, éventuellement, vous allez avoir un beau passeport de contrôle social qui va être rempli de piqûres partout, là. Mais, écoutez, pour l'influenza, bon, ça, on le sait que c'est une maladie qui est contagieuse, OK? L'hépatite B, je sais que c'est quelque chose qui est quand même assez grave parce que ça s'attaque au foie. Mais on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est l'hépatite B et de quelle façon est-ce que ça se propage normalement. La transmission du virus se fait par l'intermédiaire des liquides et sécrétions biologiques. Les principaux modes de transmission sont les rapports sexuels, les injections chez les toxicomanes, les transfusions sanguines à risque, la transmission de la mère à l'enfant lors de l'accouchement et le contact étroit avec une personne infectée.
Est-ce que vous connaissez ben gros des gens, vous, qui ont eu l'hépatite B? Non. Au même titre que je connais pas grand monde qui ont eu la sniffles, là. Puis la sniffles, tant qu'à moi, c'est pas mal plus... c'est pas mal plus virulent, là, dans le sens contaminant, que l'hépatite B qu'on n'entend jamais parler du tout. L'hépatite B est l'une des maladies humaines les plus fréquentes. La proportion de la population mondiale actuellement infectée par le virus est estimée, suivant les différentes évaluations, entre 3 et 6%, mais jusqu'à un tiers de la population était exposée. Dans le monde, en 2005, environ 2 milliards de personnes ont été infectées, dont plus de 350 millions deviennent des porteurs chroniques. Donc, j'ai ici une petite carte que je vais vous montrer. Donc, ça nous dit en fait la répartition géographique du risque de contamination en 2005. Donc, le CDC, c'est l'Agence d'antisanté des États-Unis. Et les États-Unis et même le Canada, sauf à l'exception peut-être là, du nord, donc du nord du Canada et l'Alaska, donc il n'y a absolument rien d'alarmant. Alors qu'on voit effectivement que dans le reste du monde, c'est un petit peu plus fréquent. Mais tout ce qui est, admettons, les pays occidentaux, en fait, là, on voit que c'est quelque chose qui est quand même très rare, OK? Alors, bon, voyez-vous, là, fait que, bon, j'imagine que, là, vous avez la crise, là, du climat, hein, qui va prendre la place de la pandémie. Ben là, je suis pas mal sûr, checkez bien ça, que les médias vont tomber là-dessus, là. Là, ils vont commencer à nous parler de l'histoire de l'hépatite B, alors qu'on voit que chez nous, ça n'est... on sait même pas de quoi qu'on parle. Alors qu'on voit que, bon, en Afrique, en Asie, peut-être un petit peu en Amérique du Sud, alors que chez nous, zéro ben bord. Donc, c'est qu'on va jamais s'en sortir avec eux. Un article du Daily Mail toujours, nous apprenons que les ventes de pot ont augmenté de 25% durant la pandémie. Donc, bravo! Alors, on a une population qui est, quotient intellectuel qui diminue de plus en plus, une population qui se gèle la face de plus en plus. Il y a vraiment beaucoup d'espoir pour en fait, les Canadiens, là, que nous, on va devenir là, une population forte là, qui va se geler la face. Là, c'est vraiment très encourageant. Donc, pendant que moi, je prends des heures et des heures à tous les jours pour faire de la recherche pour vraiment là, comprendre la société, donc j'essaie de trouver de l'information là, pour m'aider à comprendre ce qui se passe. Eh bien, vous avez ici les lecteurs de Radio-Canada, leur priorité au niveau de lecture. Alors, dans le fond, là, le numéro 1, incursion dans le monde de l'Opus Dei. Un désert pousse en Russie. Jean Charest double le montant de sa poursuite contre le gouvernement Legault. Il pensait avoir la maladie inconnue, mais une contre-expertise lui redonne espoir. Le Canada fait connaître ses 5 conditions aux talibans. Alors lui, j'en ai parlé tantôt, par exemple, OK? Et nous voyons ici les lecteurs de la presse. Québec renonce à la thérapie-génisation obligatoire. Denis Coderre a aussi travaillé pour Transcontinental. Et nouveau, ça c'est une chronique, là. Donc, nouveau au menu de Tim Hortons, le Tupperware. Soyez pas surpris après ça que la population est complètement désinformée, inculte, et après ça, se permet de commenter des sujets qu'elle ne maîtrise absolument pas parce qu'ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à la capsule de jeudi, le 4 novembre 2021. Nous prenons les mauvaises nouvelles, on envoie ça dans la toilette. On flush tout ça. Et nous allons nous reprendre, mes chers citoyens lucides, dans une prochaine capsule. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à vous. Bye bye.